ici Florence K. Vous me connaissez surtout pour ma musique, mais là, je veux vous parler de santé mentale. D'ailleurs, le titre de la série, Une personne sur 5, fait référence à la proportion de Québécois qui seront affectés par un trouble mental au cours de leur vie. La conversation qui suit porte sur le trouble de la personnalité limite, aussi connu comme le TPL. J'en ai parlé avec l'autrice et actrice Gabrielle Bouliane-Tremblay et avec la travailleuse sociale Caroline Lafont. C'est une superbe discussion, honnête et douce. Bonne écoute! Bienvenue à Une personne sur 5. Comme doctorante en psychologie, parce que oui, les psychologues ont un doctorat, même si ce n'est pas des médecins comme les psychiatres, c'est très important pour moi de défaire les idées reçues à propos des problèmes liés à la santé mentale. Puis aujourd'hui, on va parler du trouble de la personnalité limite, aussi connu sous le nom anglais Borderline Personality Disorder, avec deux invités exceptionnels qui sont très bien placés pour justement nous aider à mieux comprendre ce que c'est. J'ai avec moi aujourd'hui Gabrielle Bouliane-Tremblay, actrice, autrice et lauréate du Prix des libraires 2022. Bienvenue, merci d'être ici. Merci. Et une personne extraordinaire qui a plus de 30 ans d'expérience sur le terrain en tant que travailleuse sociale, Caroline Lafont. Bonjour. Le trouble de personnalité limite, là, ça ne s'attrape pas du jour au lendemain. Là, je dirais. Comment, Gabrielle, dans ta vie, c'est arrivé ça? Ça a été vraiment, dans les premiers temps, j'ai eu des soupçons. C'est par un film que j'ai vu qui s'appelle Jeune fille interrompue avec Winona Ryder et Angelina Jolie, où est-ce qu'on suit un personnage qui a un TPL, un trouble de personnalité limite. Et c'était comme la première représentation auquel je me suis identifiée. Et j'ai fait, OK, je me sens enfin reconnue, je me reconnais dans ce que je vois. J'en parlais à mon entourage, puis les gens me disaient non, ça doit être d'autres choses, ça doit être, ça doit pas être ça doit être l'anxiété chronique. J'ai eu des diagnostics, j'ai eu plein de diagnostics. Et à un moment donné, j'étais dans un gros stress, une grosse période assez intense de deadline assez urgent et tout ça. Et je suis dans le café, le cœur palpite. J'avais le sentiment que je perdais contact avec la réalité. J'ai eu le temps d'appeler mon oncle. Je lui ai dit, j'aurais besoin d'aller à l'hôpital avec toi, parce que je voulais pas prendre l'ambulance. Pour moi, ça me stressait beaucoup. Le contexte ambulancier, en tant que personne trans aussi, je sais pas si on va mégenrer. Puis je sais pas non plus si ça me tentait de vivre ça. Mais c'est drôle parce que je me souviens plus du moment où je suis partie du café jusqu'à l'arrivée chez moi. Et je me souviens que mon oncle est venu avec moi. Et là, quand on marchait ensemble pour aller à l'hôpital, à l'urgence, moi, c'était spécial parce que je savais plus qui était vivant et qui était mort. C'était comme si mon oncle qui était à côté de moi, qui marchait à côté de moi, était mort. Puis ma grand-mère, qui est morte il y a 5 ans, par exemple, j'avais l'impression qu'elle était encore en vie. Ça nous fait paniquer, évidemment. On me fait un suivi psychologique. J'ai quand même attendu un peu, mais c'était quand même une urgence parce que je voulais quand même mettre fin à mes jours. Et c'était une drôle d'impression. J'avais l'impression d'être plus grande que mon enveloppe corporelle. Il fallait comme que je sorte de moi. C'était vraiment spécial, anxiogène. Et après ça, quand j'ai rencontré un professionnel de la santé, un psychiatre, donc on m'a aiguillée et là, j'ai été sur un processus de suivi psychologique avec une psychologue depuis 1 an et demi maintenant. Puis toi, Caroline Lafont, travailleuse sociale, expérience de terrain depuis 30 ans avec les personnes atteintes du trouble de personnalité limite et leurs proches aussi. Est-ce que l'histoire de Gabrielle, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le TPL? C'est assez typique? Bien, ce qui me frappe dans ce que tu dis, Gabrielle, c'est vraiment le parcours qui est fait. Parce que, tu sais, tu avais des symptômes, tu sentais qu'il y avait des choses de toi qui ne fonctionnaient pas peut-être comme tu voulais. Puis à un moment donné, bon, il s'est passé quelque chose, ça t'a amené dans une crise. Puis là, tu as pris conscience, tu as fait du sens avec qui tu étais. Puis on a chacun notre propre couleur, hein. Puis chaque personne est unique. Notre couleur, elle change pas tant que ça en vieillissant. Des fois, les nuances changent, mais toi, t'en as une couleur avec peut-être un petit peu ta peur de l'abandon, de l'impulsivité, des inquiétudes. Puis ça te définit qui t'es dans ta personnalité, mais
des fois, c'est problématique, mais des fois, non plus. Il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. Si tu es capable d'adresser les choses qui te font plus souffrir dans tes relations, ben, tu as fait un énorme bout de chemin déjà en pas longtemps, je trouve. Merci. Le TPL, ben c'est quoi au juste? L'expérience est propre à chacun, chacune. Par exemple, moi, j'ai la peur de l'abandon qui est très, très fort. Les émotions à vif, à cran, ça monte très, très vite chez moi. Donc, c'est une espèce de dysrégulation aussi émotionnelle, c'est-à-dire que quand on reçoit un événement, on le vit intérieurement d'une façon très intense comparé à d'autres personnes qui n'ont pas le trouble. Mais chez les TPL, la réponse, elle est très vive. Donc, mettons un événement qu'une personne non TPL pourrait vivre. Nous, on va réagir dans la colère assez rapidement, par exemple, ou la frustration assez rapidement. Et ça va nous prendre plus de temps à se défâcher. Contrairement à une autre personne qui va faire, OK, après 2-3 minutes, OK, c'est fâchant, mais je passe à d'autres choses, je fais ma journée. Mais nous, on peut être 3-4 heures à dealer avec ce sentiment-là de gestion d'émotions, puis d'être vraiment dans la dysrégulation émotionnelle. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment une question de me gérer au quotidien, apprendre à se connaître, à tâtons, puis d'informer l'entourage aussi. Donc, pour moi, ça se manifeste principalement comme ça, mais l'abandon, c'est vraiment très fort. Puis chaque personne a ses petits détonateurs qui vont causer la dysrégulation émotionnelle. Parce que ce que c'est la dysrégulation émotionnelle, en fait, c'est de vivre l'émotion plus intensément. Puis ça, c'est prouvé neurobiologiquement que certaines personnes vivent les émotions plus intenses que d'autres. Ça monte super vite et ça reste haut plus longtemps, tu l'as bien expliqué. Puis ça, il faut, une fois qu'on sait qu'on a cette condition-là, j'ai envie de dire, ben c'est plus facile d'apprendre à gérer puis de se trouver des moyens pour faire du sens avec ce qui est en train de se passer. Fait que toi, tu dis que souvent, c'est le sentiment d'abandon, l'impression d'avoir été abandonné. Puis, ben ça, c'est un déclencheur chez toi. C'est comme si tous les petits événements, tu me diras si je me trompe, tu les interprètes un peu dans cette lunette-là, que peut-être que quelqu'un va m'abandonner. Puis là, ben ça teinte un peu tes relations. En fait, moi, il m'est arrivé une peur irrationnelle. Puis c'est pas juste avec les personnes, nos amoureux ou amoureuses, ou ça peut être même avec les amis, mettons. Je suis allée une fois à une librairie et j'étais avec un ami, puis c'est une librairie sur 2 étages. Et à un moment donné, je l'ai perdu de vue. Et là, j'ai fait, il était tanné de moi. Il est parti. Il s'ennuyait. Il est parti. Puis c'est ça l'abandon. C'est irrationnel parfois. Et peut-être que ça crée aussi des choses. Parce que si tu étais comme un peu paniqué à l'idée que ton ami t'a abandonné comme ça sans rien dire, ce qui, en fait, et c'est vrai que c'est pas le fun là, quand ça arrive, ben t'es peut-être allé le voir et te dire « où t'étais? Je t'avais perdu. » Puis là, ça crée des tensions. Oui, c'est ça. Puis lui, peut-être qu'il n'a jamais compris pourquoi tu as eu peur. Il était en train de regarder son livre tranquille, puis il n'avait pas pensé à ça. C'est souffrant aussi quand on n'a pas nommé qu'on a un TPL, quand on est dans l'inconnu. Puis il y a aussi l'estime personnelle, le sentiment d'identité, en fait. Ouais. Moi, je le sens très flou chez les personnes TPL. En fait, chez moi, on dirait que je suis comme un château de sable, puis que quand la marée monte, le château, il faut le refaire. Oui. À chaque jour, c'est épuisant. Puis des fois, je trouve que dans notre société, le terme borderline, il est un petit peu sorti à tort et à travers de tout. Elle m'a dit, elle m'a engueulé parce que je sais pas quoi, elle est borderline. Oh my God, arrête de faire ta borderline. Mais ça contribue à toutes ces idées reçues à propos du TPL. Caroline, toi, je veux dire, qu'est-ce que tu dirais à propos de cette mauvaise presse que le trouble de personnalité limite? Ça s'explique un peu. Quand on comprend pas ce que c'est, quand on comprend pas que, d'abord, il n'y a pas de mauvaise intention derrière ça, qu'on veut pas manipuler, mais c'est plus une mauvaise façon d'exprimer ce qui est en train de se passer dans la relation, mettons que tu dirais à quelqu'un que tu as été dysrégulé puis que tu as vu des émotions intenses pendant 4 heures parce que tu n'as pas trouvé ton ami dans la librairie, quelqu'un pourrait dire, voyons donc, ça n'a pas d'allure de se mettre dans un état pareil. Mais en fait, toi, c'est pas de ne pas avoir vu ton ami, c'est d'avoir perçu que peut-être qu'il t'avait abandonné. Puis c'est vrai que ça, c'est pas le fun. C'est dans l'interprétation. Puis quand on comprend pas ça, on n'est pas en mesure de dire « Ah, OK, là, je comprends qu'est-ce qui s'est passé, on s'est pas bien entendu. » Puis l'autre chose, c'est que ces personnes-là qui vont chercher de l'aide, ils viennent chercher de l'aide souvent dans des moments de crise, quand les symptômes sont super intenses. Puis des fois, on a l'impression que parce que c'est super intense, c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est intense, au contraire, mais
Donc, il y a un jugement qui est porté sur l'intensité puis sur le motif de l'expression de l'émotion. Puis, il faut vraiment faire attention. C'est des personnes sensibles, hein, tu le dis, tu es sensible, hypersensible, sensible aux liens, sensible au contact qui s'établit rapidement, comme s'il y avait une intelligence émotionnelle hyper trop développée, j'ai envie de dire, qui fait que tu vas te préoccuper de tout ce qui se passe dans le lien. Puis si la personne n'est pas 100% présente, ben c'est difficile de se confier puis de sentir qu'on est cru. Comme on ne prend pas au sérieux nos détresse. L'intensité de la On détresse. pense souvent que c'est « Oh my God », tellement besoin d'attention. Voilà. Tu fais ça pour avoir de l'attention, alors qu'il y a une souffrance réelle qui est en dessous de ça. Je pense que tu montres beaucoup, Gabrielle, comment l'éducation psychologique que tu as faite par rapport aux troubles de personnalité limite, ça t'a outillé d'une certaine façon. Et je pense qu'en outillant justement encore plus les gens face à ce que c'est, à la souffrance qu'il y a en arrière, mais aussi aux réactions que ça peut provoquer chez les gens, ben ça pourrait servir justement à changer ces idées reçues à propos du trouble de personnalité limite. Puis Caroline, toi, parmi les outils que tu as vus, est-ce que tu peux nous en nommer quelques-uns? Ben, en fait, on va revenir un peu à la notion de dysrégulation émotionnelle parce que dans le processus de dysrégulation, il y a un moment, puis corrige-moi, Gabrielle, si je l'exprime pas correctement, mais où il y a une détresse très, très envahissante qui vient. Puis cette détresse-là est très souffrante. C'est un peu comme si les gens racontent qu'ils perdent leurs moyens pour gérer cette détresse-là. Un peu comme si tu as mal, tu as une douleur physique très intense, puis là, ça te fait mal, puis tu sais pas quoi faire avec ça. Tu sais que ça va passer, mais il faut comme... C'est comme s'il y avait des personnes qui étaient mieux outillées que d'autres pour faire en sorte que ce moment-là, qui est super souffrant, qui est pas le fun, il va passer. Mais ça devient envahissant, puis c'est comme les gens, ils perdent un peu leurs moyens. Fait que la première étape, c'est de reconnaître que la dysrégulation émotionnelle, d'abord, tout le monde en vit un peu, hein. C'est pas vrai qu'on est tous de bonne humeur, 10 sur 10, que non. tous les matins. Mais ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre aux jeunes aussi, parce qu'on a un peu l'illusion dans notre société que bien aller, c'est tous les matins avoir une humeur à 10 sur 10. C'est pas vrai. Il faut faire de l'éducation émotionnelle. Oui, c'est là. exactement. Faire, fait que ça, c'est pas vrai, mais il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus intense puis qui n'ont pas beaucoup de moyens pour tolérer ça. Et là, des fois, ils vont utiliser des moyens pendant qu'ils sont dans cet état de détresse-là qui sont dommageables. C'est comme si c'est ça qui va causer le problème, la consommation, l'hypersexualité, l'impulsivité, ou faire plein de choses qui apaisent au moment où ça se passe, mais qui causent d'autres problèmes par après. Absolument. Fait que la première étape après la reconnaissance, ça n'a même pas besoin d'être la reconnaissance du diagnostic parce que, bon, pour avoir un diagnostic, ça prend des professionnels habilités. Mais juste de reconnaître qu'on est quelqu'un qui vit les choses plus intenses, c'est déjà beaucoup. Puis d'aller s'outiller avec des stratégies qui sont personnelles. Chacun doit développer comme sa petite boîte à outils sur qu'est-ce que je fais moi quand je ne vais pas bien pour que ça passe mieux. Gabrielle, qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte à outils, toi? C'est intéressant. Ben moi, j'ai arrêté de boire. Ça fait presque 3 ans. Je suis sobre de l'alcool parce que je remarquais que c'était très dommageable pour moi. Ça mettait de l'huile sur le feu. Peut-être que c'était efficace sur le coup. Oui. Mais pas longtemps. Oui. Et c'est sûr que ça teintait mes relations interpersonnelles. Ça les endommageait. Même avec moi-même aussi, mon rapport avec moi-même. Donc, la sobriété, pour moi, chaque jour, c'est de me choisir. C'est quelque chose, c'est une aventure d'une vie, je pense, d'être sobre. En tout cas, pour moi, c'est un gros enjeu. Il y a la lecture, mais il y a aussi le sport. Moi, je fais du vélo. Je suis venue en vélo, justement, parce que j'ai comme à l'intérieur de moi un cheval qui court, tu sais, qui galope. Puis ce cheval-là a besoin de dépenser son énergie. Puis la façon que j'ai vue, c'est de faire du vélo parce que ça libère des endorphines. Puis dans ma boîte à outils, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a le parler, écrire. Caroline, dans la boîte à outils, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qu'on pourrait y mettre? Le trouble de personnalité limite, comme tous les autres troubles de personnalité d'ailleurs, ça se manifeste dans les relations interpersonnelles. Fait que ce que les recherches nous disent actuellement, c'est qu'une approche de groupe où les relations sont regardées, traitées, discutées dans le moment présent, c'est vraiment une approche intéressante. Et c'est efficace. Donc, c'est une des choses qui est mise sur pied un peu partout au Québec. Il y a des groupes de thérapie, des groupes de traitement dans toutes sortes d'univers pour aider à créer des boîtes à outils ensemble, nommer qu'est-ce qui se passe dans les relations, puis développer la capacité de comprendre l'impact qu'on a sur les autres, puis comprendre l'impact que les autres ont sur nous.
Puis toi, Gabrielle, dans ton cas, est-ce que les thérapies de groupe ou les groupes d'entraide, ça a fait partie de ta boîte à outils à un moment donné? On me l'a proposé dans mon processus de suivi, mais j'étais hésitante et pour plusieurs raisons, dont une, c'est qu'en tant que personnalité publique, même s'il y a une promesse de confidentialité, moi, je voyais que j'allais me censurer dans les groupes. Donc, une thérapie, si on se censure aussi, ben c'est comme si on ne faisait pas la thérapie. Puis, à ce moment-là, le fait d'être une personnalité publique, c'est sûr que quand on fait le processus de décider d'en parler ouvertement là, d'un trouble mental, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'impact, aux enjeux, aux conséquences sur soi, sur notre carrière. Comment tu l'as vécu, ça? Puis comment t'en es arrivée à décider d'être si ouverte avec ça? Je pense que c'est la thérapie. Je pense vraiment que avant je me sentais pas forte, outillée pour en parler. J'avais besoin de lire, j'avais besoin de consulter des ouvrages, d'entendre des témoignages, mais je le fais par souci que on n'ait pas tout le temps à s'expliquer, que les gens, tu sais, comprennent un peu plus. Donc, qu'ils soient plus dans l'apprentissage d'autres réalités que la leur. Et je le fais parce que la honte, je trouve que c'est tellement un cancer qui peut ronger quelqu'un. Et moi, ça m'a rongé longtemps, tu sais, de me dire, mais tu sais, avant, on se faisait traiter de fou et folle. C'est presque pire que les symptômes, dans le fond, de se sentir honteuse. La stigmatisation, elle est vraiment encore là en ce moment. Au Québec, quand on dit, mettons, que j'ai un TPL, ben on me juge parfois. Mais automatiquement, juste avec le terme TPL. Parce qu'on y va avec nos référents, on y va avec nos préjugés. Puis tant qu'on n'est pas informé, on va toujours avoir des préjugés sur les autres. Donc pour moi, c'est ça, c'est de déstigmatiser. Et en même temps, ben, ça me permet de pas juste parler du fait que je suis trans aussi. Je suis d'autres choses. Fait que, voilà. Caroline, on parle de développer des boîtes à outils quand on vit avec un trouble mental, dont le TPL, par exemple. Mais il faut aider les proches à se développer, à se construire, à s'outiller, à se faire une propre boîte, là. Mais il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent pas nécessairement qu'ils ont des enjeux dans les relations avec les autres, qu'il y a quelque chose qui leur appartient puis qu'ils veulent pas adresser. Dans ce temps-là, c'est beaucoup les proches qui vont souffrir, qui vont se remettre en question, qui sont démunis, qui veulent aider. Puis le message qui est important d'envoyer aux proches, c'est que eux peuvent faire leur bout de chemin. Peuvent faire le bout de chemin, même si la personne qui est atteinte du TPL est pas prête, peuvent faire leur bout de chemin pour aller s'informer, pour aller chercher des outils. Il y a des organismes communautaires qui ont développé une panoplie de services pour les aider, puis tranquillement, d'induire un changement dans la relation. C'est venu de toi, dans ton cas, Gabrielle, mais des fois, ça vient des autres qui vont faire des changements, puis ça va entraîner une modification, puis dire, ben oui, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut travailler ensemble. Puis une relation, tu sais, il faut être deux. Fait que c'est toujours, il y a quelque chose qui se travaille à deux, puis plus on connaît notre proche qui est atteint, plus on est capable de s'outiller pour l'aider. Ce que je trouve intéressant avec les troubles de personnalité, il y a une composante, comme tu le disais, Caroline, qui est vraiment des traits dans la personnalité qui vont au-delà de ce qui peut être tolérable au niveau de la détresse, là, au niveau de ce qu'on ressent. Oui, ça fait partie de nous. C'est pour ça que quand on dit trouble de personnalité, c'est un petit peu plate de dire ça à quelqu'un. Même, ouais, vraiment. Là, ta personnalité a un trouble. Tandis que, en fait, c'est plus des traits de personnalité qui causent une problématique. Puis c'est intéressant de le regarder de cet angle-là parce que c'est une couleur. Puis c'est quoi la différence entre des traits de personnalité? Parce qu'on a tous nos traits de personnalité. Hein, on est tous un peu ci, un peu ça. Fait c'est quoi la différence entre des traits de personnalité puis le trouble? C'est quand l'intensité t'empêche de fonctionner. C'est ça. C'est quand ça nuit à ton bon fonctionnement. Puis là, ça devient plus problématique. Puis des fois, ben, la propre boîte à outils, la thérapie, les traitements vont permettre que la couleur diminue juste un petit peu, que ce soit moins intense, plus nuancé, puis là, ben, ça permet que le fonctionnement il soit meilleur, puis que tu puisses, comme par exemple, atteindre, Gabrielle, les objectifs que tu t'es fixés, ce que tu as envie de faire dans la vie, que tu ne sois pas toujours dominé par tes émotions parce qu'elles sont intenses. C'est comme un peu les cartons de couleur quand tu achètes une peinture. Oui, c'est la même teinte, mais ça va du très foncé. Oui. Puis c'est un grand. Puis Dieu merci qu'on ne veut pas changer ces couleurs-là. Ben non. Non. Puis je veux dire aussi, c'est possible d'être en rémission du TPL. Ben oui. Ma psy me dit que j'étais en rémission selon l'évaluation des critères, etc. Puis c'est pour ça aussi que je veux parler. Je veux montrer que
on peut être plus fort ou plus forte que son trouble et de le maîtriser. Et comme on disait, d'en faire une force. Moi, ça m'inspire énormément en tant qu'artiste, que ce soit dans l'écriture ou dans le jeu. C'est d'en faire une force. Comme sans que ça te détruise. Sans que ça me détruise. Oui, c'est plein d'espoir parce que tu dis, en termes de temps, tu parles d'un processus que tu as fait peut-être beaucoup depuis 1 an, 2 ans, mais c'est fou. Tout le chemin que tu as fait en si peu de temps, dans le fond, grâce à ton intelligence, grâce à tes efforts aussi, parce que ça en prend du courage. Là, je suis sûre que... Ça, en même temps, ça fonctionne. Puis effectivement, on sait que déjà en vieillissant, généralement, les traits de personnalité vont se nuancer, puis ça peut être aidant, parce que l'expérience aussi, on essaie d'éviter des expériences souffrantes en général dans la vie. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que ça met la lumière sur, oui, on peut très bien vivre avec ce type de personnalité-là sans être tout le temps dans la grande détresse puis les grands enjeux relationnels. Non. Puis oui, j'ai encore des épisodes de manifestation du TPL, mais ils sont moins forts, ils sont moins fréquents. Mais c'est ça, je veux laisser un message d'espoir puis de positivité que on peut s'accomplir en tant qu'artiste, en tant que... peu importe le métier qu'on exerce. Puis c'est un beau chemin aussi, celui d'aller à l'intérieur de soi. Puis, une fois, je me rappelle, c'est une image assez graphique, mais tu sais, je disais, si le TPL se manifestait juste dans mon bras, je l'arracherais, mon bras. Tu sais, si je pouvais m'en débarrasser. Mais au lieu de ça, j'ai appris à apprécier cette partie-là de moi puis à en faire une meilleure amie, à quelque part. Même si, des fois, elle me tape ses nerfs. Puis je pense que c'est important que les gens entendent dans leur salon que il y en a de l'aide. C'est possible de changer, pas de changer sa personnalité, mais de vivre avec les symptômes, puis d'accepter qui on est. Puis tantôt, on parlait de moments de très grande détresse, puis c'est encore plus important d'aller chercher de l'aide quand ces moments-là de détresse, ils nous amènent dans l'envie de vouloir s'enlever la vie ou de se faire du mal. Ça fait juste parler de l'intensité de la détresse puis de comment ça fait mal. Pour reprendre ton image de bras, Gabrielle, si tu avais très, 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 très mal au bras puis qui était cassé, tu irais à l'hôpital puis pour te faire aider, mais c'est exactement la même chose. Fait que moi, je dis toujours, 811 option 2, c'est la meilleure solution. Il y a un humain au bout du fil qui est là pour vous aider. Puis si vous êtes un proche, puis que c'est quelqu'un que vous connaissez qui souffre, puis vous ne savez pas comment l'aider, même stratégie. 811 option 2, selon peu importe dans quelle région vous êtes au Québec, vous allez avoir de l'aide. Vers des ressources. Oui, vraiment. Il y a des organismes extraordinaires aussi pour les proches. Oui. Ça aide pour le soutien parce que, tu sais, on va parler le masque à oxygène dans l'avion. Oui. Ben, on se le met aussi avant de le mettre Oui, surtout quand la personne ne veut pas le mettre. C'est dur. C'est très difficile. Merci à vous deux pour cette belle conversation. Vous m'avez énormément appris aujourd'hui. Si vous voulez retrouver les ressources dont on a parlé dans l'épisode ou si vous avez besoin d'autres ressources, rendez-vous dans la section « À propos » du balado.